Merci beaucoup pour l'invitation. Et on va sortir effectivement du laboratoire pour revenir vers les plateaux de rééducation et d'activité physique. C'est pas encore de la vie réelle, mais on s'y approche un petit peu. Et je vais vous parler de la suppléance robotique et des perspectives en pédiatrie. Le professeur Laforêt m'a proposé de parler de ça, puisque nous avions eu l'opportunité de pouvoir travailler avec une équipe espagnole, mais c'était avant le Covid, sur un projet d'exosquelette de marche chez l'enfant. Et donc un projet qui nous a conduit au développement de cet outil. Je vous en parlerai un petit peu à la fin, mais le titre est assez bien trouvé, puisque là, on va vraiment parler de perspective. On va partir de très loin, puisque pour couper à toute intrigue, actuellement, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Il n'y a pas grand-chose dans le neuromusculaire de façon générale, en pédiatrie encore moins. Mais pourtant, il y a comme des choses qui se passent de façon globale dans la robotique et dans l'exosquelette, dans d'autres pathologies. Donc c'est important qu'on puisse en parler. Alors, en fait, c'est un sujet un petit peu global. La robotisation, c'est un sujet qui va traverser complètement la société actuellement, et on ne peut pas complètement être distinct de ces sujets. Rien que pour parler, effectivement, pour faire un clin d'œil au Covid, dans le secteur du soin, on a une montée en puissance extrêmement importante de la robotisation, à la fois dans les plateaux de soins auprès des patients Covid, mais aussi sur des processus logistiques et d'approvisionnement des pharmacies et des différentes aides techniques. Et puis également dans les lieux publics, puisqu'on voit se multiplier de plus en plus d'outils plus ou moins automatisés, pas trop en France et encore moins en Europe, mais beaucoup en Asie, sur des vérifications automatiques de distanciation, de port de masque, etc. Voilà. Donc ça arrive et on avance progressivement. C'est des choses qui vont se développer puisqu'il y a une amélioration technologique avec des microprocesseurs qui sont de plus en plus intelligents et des intelligences artificielles qui vont pouvoir être plus efficaces, et puis bien sûr des matériaux composites de plus en plus bien pensés. Et bien sûr derrière il y a aussi une donnée commerciale avec un business qui se fait sur un marché en expansion, et puis des utilisateurs plus en plus nombreux puisque la population vieillit, et donc c'est évident qu'on va avoir de plus en plus de personnes dépendantes dans les années et décennies à venir. De quoi parle-t-on? Alors c'est un sujet vaste, et donc je ne vais pas parler de toute la robotisation dans la motricité spinale ou dans la santé, mais rapidement on va différencier des exosquelettes qui sont des appareils robotisés avec un cadre rigide. Je vais essayer d'affraire le... Ouais. Avec un cadre rigide, c'est ça qui va différencier de d'autres systèmes. On peut trouver des objectifs fonctionnels variés et des objectifs de rééducation. D'autres systèmes existent, comme la sophrobotique, qui est un petit peu tirée de l'exosquelette, mais dans ce cadre-là, il y a du mouvement, mais il n'y a pas forcément de cadre rigide. Ça commence à arriver sur des membres supérieurs, des membres inférieurs, le tronc pas encore, j'ai pas vu de choses passer, mais ça va se développer, et j'en parlerai un tout petit peu à la fin. Et bien sûr, de façon habituelle, les robots d'assistance, de communication, de fonctions motrices, de fonctions sensitives ou autre chose, qui sont de plus en plus présents dans nos hôpitaux. Le contexte, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est le contexte de l'absence de mouvement ou du déficit du mouvement. De la motricité spinale, c'est, même si on a vu des très très belles évolutions thérapeutiques, la majorité de nos patients qui ne sont pas déambulants et qui ont un retentissement important sur leur qualité de vie au sens très large. La notion de dépendance évidemment, et la notion de sédentarité sur des éléments sanitaires et sociaux. La diminution des activités physiques, elle va être malheureusement présente, et Olivier Biondi en parlait tout à l'heure, avec des effets secondaires globaux, variés, cardio-respiratoires, digestifs, urinaires, obésité, ostéoporose, cutanée, enfin la liste est non exhaustive et vous les connaissez très bien. Et bien sûr, il y a les enjeux de santé publique qui vont s'ajouter aux données de santé individuelles sur l'emploi, la citoyenneté et la famille. Donc ces données de mouvement, finalement, vont être beaucoup plus larges qu'on peut le penser au départ. Donc je vais fixer surtout mon propos sur la marche robotisée,
par exosquelette, puisque c'est vraiment quelque chose qui s'est développé de façon très importante. Ça a commencé il y a environ 25 ans et ça a été développé comme, dès le départ, une alternative à la marche conventionnelle. Et puis également avec un soutien, puisque jusqu'à présent, les marches aidées étaient faites par une aide manuelle, par les rééducateurs, et donc il fallait trouver une façon d'aider de façon automatique. L'intérêt, c'est la rééducation qui peut être plus contrôlée, plus répétée, plus intensive qu'avec un rééducateur. L'environnement peut être adaptatif, une rééducation qui va peut-être épargner aussi la force physique du thérapeute, et puis des évaluations objectives qui peuvent être tirées de systèmes robotisés. En 1994, le Lokomat est arrivé, donc c'est un des modèles, hein, vous le connaissez, et puis depuis, il y a eu de très nombreux modèles qui sont arrivés sur le marché. L'exosquelette de marche, il peut être de plusieurs types, de façon globale. Exosquelette posé au sol, comme le Lokomat, Lopez, Alex, et puis d'autres façons de faire l'exosquelette avec un dispositif effecteur, comme le Gait Trainer, l'Aptic, Volker. Et puis, ce dont on va parler plus aujourd'hui, c'est l'exosquelette portable, qui va se développer de plus en plus. Et puis, je vous en parlais un petit peu, des exosuites ou du soft exosquelette. En fait, c'est de la soft robotique, avec des systèmes d'articulation d'aide de marche. L'intérêt de ces systèmes, c'est qu'on peut trouver des systèmes d'aide embarqués avec des commandes actives de l'utilisateur. Ça veut dire que l'usager va pouvoir contrôler lui-même cet appareil et ça va pouvoir donner un sens plus important pour lui sur son action dans la rééducation. Jusqu'à présent, on était comme très passif. Lorsqu'on pouvait bouger, on pouvait faire du renforcement actif. Mais lorsqu'on ne peut pas bouger de façon active, on est globalement très limité. Si on a des systèmes robotisés qui peuvent fournir une aide au moins partielle, ça peut garantir ou ça peut aider en tout cas à avoir une meilleure observance de la prise en charge. Les études, elles sont très très nombreuses en fait depuis 10 ans. Ça a explosé une dizaine d'années avec des systèmes qui sont divers. On va en parler un petit peu. Ça sera surtout des études pour la commercialisation et avec des projets de marquage FDA ou CE. Ça suit bien sûr la tendance générale de toute la robotisation dans la rééducation de façon générale. Et les études, elles vont être de deux types. Elles vont être soit des études purement technologiques avec des stratégies de contrôle et des modélisations d'articulation spécifiques, mais ça peut être également des études plus cliniques avec des évaluations d'efficacité, de sécurité et des objectifs variés. Je reprends un travail qui a été bien conduit par l'équipe de Barcelone en 2021, ça vient de sortir, et qui reprend l'ensemble des systèmes qui existent aujourd'hui sur le marché dans la rééducation par exosquelette. On peut voir 87 études incluses depuis 2009, dont 71 études cliniques quand même. Mais ce qu'on peut voir et ce qui va être important, ça va être que principalement, ça sera des études tournées vers le blessé médulaire, vers l'AVC et peut-être un tout petit peu d'autres pathologies comme la polio, paralysie cérébrale, d'autres pathologies, mais on cherche bien, on cherche et on ne trouve pas d'amyotrophie spinale, même si je dirais à la fin du topo qu'il y a comme quelque chose il y a des choses qui sortent. Les paramètres étudiés dans ces appareillages sont la déambulation, principalement. C'est sûr que dans un appareil de marche, c'est ce qu'on va chercher. L'équilibre, avec le niveau d'assistance, d'indépendance. Des améliorations physiologiques, avec des effets liés à la douleur, les plaies cutanées, les fonctions, la spasticité. Et puis une dépense énergétique, de plus en plus, de la quantification de l'effort, la consommation d'énergie métabolique. Et bien sûr des éléments subjectifs comme la convivialité, le confort, l'ergonomie et le plaisir qu'il en a à utiliser l'appareil. Et bien sûr les études purement cinématiques ou cinétiques en laboratoire de mouvement. Donc on a un certain nombre d'appareils qui existent. 25 sont développés actuellement. 25, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et chacun ont des petites particularités un petit peu différentes. On ne va pas tous les détailler parce que ce n'est pas l'objet de l'étude ici. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que finalement 25 développés et seulement 6 ont été validés par l'Europe ou par les États-Unis. On voit qu'une grosse majorité de ces appareillages ont au moins 2 articulations actives. Et lorsqu'il y a une seule articulation qui est active, ça va être le genou, principalement, pour la fonction de marche. Il y aura 1 à 3 degrés de liberté pour chaque membre dans le plan sagittal. Et puis, il y a quelques exosquelettes qui permettent des mouvements dans le plan transversal, dans le plan frontal,
pour des mouvements, par exemple, d'obliquité du bassin. Et puis, il y a un seul modèle seulement qui est utilisé chez l'enfant, mais qui est pour l'appareil cérébral. D'autres systèmes, ça complète la liste des 25, voilà, avec différents modèles, plus ou moins complets, plus ou moins englobants et plus ou moins lourds. Alors justement, en termes de détails, ce qu'on peut observer, c'est qu'une grande majorité ont, on va dire, deux articulations actives, et principalement pour le blessé médulaire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque le robot a seulement une articulation active, ça sera principalement pour l'AVC. Donc on peut penser que le blessé médulaire, qui a souvent une fonction plus altérée, aura besoin de davantage d'articulation active. On en reparlera pour le neuromusculaire à la fin. En termes de pathologie et de poids de l'appareil, ce qu'on peut observer, c'est que les appareils sont lourds. 15 kg, on voit ici, et puis sinon entre 5 et 10 kg pour les appareillages liés à l'AVC et liés à d'autres pathologies. Et puis en termes de poids, c'est que plus le poids va être important et plus le nombre d'articulations actives va être important, ça c'est assez logique. Il y aura de la robotique et donc des moteurs qui vont peser pour chacune des articulations. En termes de détails techniques, en bref, il y aura principalement des moteurs qui seront mécaniques et il y a quelques appareils qui vont arriver avec des mécanismes hydrauliques et pneumatiques. Ça peut changer un petit peu le poids et la manière de fabriquer le système. Les batteries, vous le voyez, aujourd'hui encore, c'est très peu. 2 à 4 heures d'utilisation continue. Donc on parle encore finalement d'utilisation qui est assez confinée avec de la rééducation et pas du tout dans la vie réelle. On a un modèle qui fait 6 heures d'autonomie, mais qui est très particulier. Le poids moyen, j'en parlais, 15 kg, 7 kg à chaque jambe pour ce qui existe aujourd'hui. Donc pour la myotrophie spinale, on peut penser qu'aujourd'hui ce ne soit pas forcément tout à fait au point. Plus le poids est distal, plus l'appareillage va être au niveau des chevilles et plus le coût énergétique va être important en termes de bras de levier. Et puis, bien sûr, les règles seront très strictes en termes de mesures anthropométriques. On ne pourra pas donner n'importe quoi à n'importe qui. Il faut que la taille soit parfaitement adaptée, que le poids soit parfaitement adapté aussi, et que les antécédents soient bien maîtrisés. Je pense notamment à des opérations de rachis, à des patients qui ont déjà fait des fractures. On ne pourra pas donner n'importe quoi. Et la difficulté va s'ajouter lorsque la personne qui va utiliser cet appareil va être en croissance, je parle des enfants, où là il faudra quelque chose d'adaptatif, et là on passe dans quelque chose encore plus compliqué. En utilisation pratique, là encore, c'est pas la panacée, puisque ça demande à être généralement posé pour 30 minutes en moyenne et 10 minutes pour l'enlever. Donc il faut penser que quand on utilise cet appareil, on se prend 40 minutes en moyenne pour l'utiliser. Et le plus souvent, tout seul, c'est compliqué, même si on a des bons bras. Généralement, on prend l'aide d'une tierce personne. On utilise beaucoup les bras et donc il faut forcément un bon état général. C'est bien quand on est blessé médulaire et médaillé olympique, c'est plus compliqué quand on a une myotrophie spinale. La difficulté principale qui est notée dans les études, ce sera les transferts entre le fauteuil roulant et l'exosquelette, puisque là encore il va falloir le porter, le mettre en place et c'est pas du tout la panacée. La lourdeur, l'encombrement, on en a parlé, mais qui dit aussi encombrement dit aussi stockage. Et donc ça veut dire que de façon pratique, les personnes qui ont déjà du mal à avoir des lève-personnes chez eux auront encore plus de mal à avoir ce genre d'appareil. Le frein évident à la socialisation, ok, pour le moment, simplement ça va se développer et on peut penser que des choses vont se réduire et être de plus en plus intéressantes. Ce qui risque encore d'être très haut, ça va être le coût. Aujourd'hui, on parle de petites voitures pour chaque modèle. On peut espérer que les coûts diminuent, mais rien n'est moins certain. En termes de détection, il y a beaucoup de progrès. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'initialement, on avait une trajectoire systématiquement prédéfinie. On appuyait sur le bouton on-off, et puis la machine se lançait toute seule pour marcher. Aujourd'hui, on a de plus en plus de systèmes qui vont permettre un contrôle, notamment lorsque la paralysie est partielle, un contrôle volontaire. Il y a des trajectoires et des paramètres de marche qui vont être proposés en fonction d'effecteurs. Donc il y a une interaction utilisateur-squelette, exosquelette, qui va être en développement sur plein d'effecteurs possibles. On peut noter aussi, c'est assez rigolo, du reste il y a une étude qui a montré que dans un certain type d'exosquelette, l'âge 2, donc un qui est bien perfectionné, le coût métabolique du sujet qui utilisait ce modèle était plus important lorsqu'il utilisait avec une marche prédéfinie qu'avec une marche
qui était laissé au contrôle de l'utilisateur. Donc finalement, on peut penser que plus l'appareil accepte d'être soustrait à l'interaction entre l'homme et la machine, et plus le coût énergétique va être faible. Donc on peut penser que c'est plus intéressant fonctionnellement, et en plus, le coût énergétique, ça va être plus intéressant aussi. Grosso modo, aujourd'hui, sur le marché, il y a 50% exosquelettes qui font de la marche automatisée et 50% qui sont avec des interactions en fonction de l'interaction utilisateur-machine. Et puis certains appareillages peuvent également avoir des paramètres d'EMG. Dans tous les cas, on va rechercher, lorsque la machine utilise des paramètres d'activité du patient, il y aura des algorithmes qui vont chercher la phase de marche, si on est phase oscillante, phase de marche, phase d'appui, pardon, et puis l'étape d'initiation du pas. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est encore très on-off. Ça veut dire qu'il y aura un système qui va pouvoir intégrer un début de pas et ça va lancer la machine. Il n'y a pas encore énormément de système, il n'y a pas encore de système multimodal qui permettra une variabilité de la donnée de fonctionnement. Donc on prend des forces, donc des éléments d'initiation du pas, mais on pourra également se servir de d'autres éléments de mesure. Ça veut dire les mesures de force de réaction au sol, d'angle articulaire, et puis il y a quelques appareils qui vont pouvoir utiliser également des mesures inertielles. Donc ce qui va pouvoir être proposé de plus en plus, ça va être des systèmes qui vont être complètement automatisés, qui ne seront pas forcément dépendants, comme c'était le cas au tout début, d'appareillage qui était utilisé avec des boutons et des joysticks. Il y avait ça initialement, ça se fait un petit peu moins. Niveau de lésion, ce qui est intéressant rapidement, c'est de se dire qu'aujourd'hui les appareillages principaux, ça va être pour des lésions de grande dépendance. Quasiment tous les appareillages, enfin une grosse majorité des appareillages seront pour des lésions complètes, pour des personnes qui sont très en difficulté, alors que finalement la majorité de nos patients, y compris neuromusculaires et hématophie spinale, ne sont pas du tout dans une atteinte qui va être complète et qui auront la possibilité de pouvoir faire quelques mouvements. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile de créer un exosquelette qui sera parfaitement automatisé chez un patient qui ne bouge pas du tout, mais la réalité de la l'hématophie spinale, la réalité des neuromusculaires, c'est que le mouvement il est un petit peu conservé, et donc il va falloir justement pouvoir adapter l'exosquelette à ces faibles mouvements. Les études, elles sont de divers types, mais ce qui va être intéressant, c'est de se voir que sur les 87 études, il y en a seulement 10 qui ont été sur la base d'une évaluation de suivi. Et qu'en général, la mesure moyenne de suivi de chaque étude était à peine de 2 mois. Ce qui veut dire que la majorité des études sont les études en fait, de développement. On met en place une machine sur le marché pour la commercialiser, mais qui a aujourd'hui en fait, encore très peu d'études de suivi sur chacune des machines. Voilà. Donc on sent comme qu'il y a des projets qui se mettent en place, mais que derrière, finalement, l'utilisation est encore assez médiocre. Essentiellement les études pour l'AVC et pour la CEP, pour ce que sont les études randomisées contrôlées. Qu'est-ce qu'on fait avec un exosquelette? Et bien finalement, c'est beaucoup de marche intérieure, une grosse majorité. Il y a un tout petit peu de marche extérieure, mais beaucoup moins. Et puis, il y aura tout un travail également de transfert entre le fauteuil et la position debout, finalement de la verticalisation. C'est principalement ça qui va être étudié. Finalement, tous les autres objectifs vont être beaucoup moins importants et beaucoup moins étudiés. Toujours en termes de nombre d'études, on voit que dans la majorité des cas, l'exosquelette ne pourra pas être utilisé seul et que le patient ne pourra pas se détacher complètement de béquilles, de déambulateurs ou de cannes plus diverses. Voilà. Et puis encore quelques appareillages autres. Combien de temps? Alors ça va être limité par la batterie déjà, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'ont montré les études? Eh bien, pas grand-chose. Le nombre de sessions, un bon tiers, c'était 1 à 5 sessions, quasiment rien. Hein, ensuite, ça a monté un tout petit peu, mais finalement, plus de 30 sessions, il y en a eu quasiment 0. Combien de fois par semaine? Une moitié, ça va être principalement sur 2 fois par semaine. Ensuite, on aura un peu plus de 5 fois par semaine, mais finalement, c'est une utilisation qui va être assez modérée. Donc, beaucoup de fois par semaine,
mais finalement peu de sessions à la fin. Et combien de patients vous êtes assis? Eh bien, c'est seulement 1 à 5 patients. Dans la majorité des études, finalement, c'est très très peu de patients. Donc finalement, on met en vente des appareillages qui sont étudiés sur 1 à 5 patients, ce qui est quand même assez ridicule. Et puis, ce qui va être mesuré, alors il y a plusieurs effectivement façons de mesurer sur des temps de marche, sur des analyses d'équilibre, mais avec autant de peu de patients, c'est compliqué de pouvoir faire la moindre statistique. Le soft exosquelette, enfin l'exosquelette souple, comme je vous ai parlé tout à l'heure, donc il y a des choses qui existent effectivement qui sont intéressantes, mais attention, pas tout le temps. C'est en gros des dispositifs textiles, en général, qui vont agir via des transmissions par des câbles. Des câbles de Boden, c'est des câbles que vous trouvez dans les vélos, par exemple. Hein, les câbles de frein, c'est des câbles de Boden. Donc il y aura des câbles qui vont pouvoir bouger l'articulation avec des vêtements qui seront conçus pour ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas de cadre externe rigide. Donc ça sera vraiment dépendant du dispositif textile. Alors c'est très intéressant parce que c'est beaucoup plus léger, il y a beaucoup moins de limitations de mobilité articulaire, c'est beaucoup moins encombrant. Le confort, eh ben, forcément, il va être amélioré. Il y a une épargne de coûts métaboliques. Voilà. Bon. Les limites, elles sont importantes puisque le moteur et le capteur, ils vont être difficiles à monter. On peut imaginer qu'un cadre rigide, c'est facile parce que ça ne va pas bouger. Là, ça bougera tout le temps. Et donc, finalement, pouvoir faire une forte pression sur un appareillage qui va tout le temps bouger, c'est pas possible. En gros, c'est très très bien pour les personnes qui vont marchoter ou qui seront vieillissants. Mais pour nos petits neuromusculaires, ce n'est pas encore la panacée. Les recommandations, eh ben aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, je vais vous les présenter. Alors on part comme du principe qu'il y a des éléments, on a envie d'y aller comme vers ça, parce qu'on se dit qu'il y a un courant robotique qui arrive, il faut le prendre en marche, et qu'il y a des éléments qu'on sait en plateau technique, en plateau kiné, qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mettre effectivement les enfants ou les adultes sur du sol et les faire marcher, bah oui, c'est fonctionnel, on a envie de le faire. La participation, de les mettre debout, de les faire marcher vis-à-vis des copains, vis-à-vis du relationnel au travail, c'est important aussi. La socialisation avec l'environnement, la qualité de vie, le taux de dépression, on peut le penser aussi. Les avantages sanitaires à la verticalisation, elles sont bien sûr discutées, on le sait bien, mais elles sont comme, on a envie d'y croire comme très très fort, sur l'intérêt cardiovasculaire, sur la fonction digestive, vésicale et le métabolisme osseux. Et puis bien sûr, quelqu'un qui ne marche pas du tout, on peut penser que s'il marche au moins un petit peu, forcément ça peut être intéressant. Alors les recommandations. Eh ben, les recommandations, oui ça je vais passer, c'est des recommandations qui sont pour les prochains appareils. Mais finalement, voilà, ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne dit pas grand chose. Les recommandations HS et puis les nouvelles recommandations 2006 qui ont été révisées, elles parlent seulement de l'activité physique et sportive, mais absolument pas d'exosquelette. Et puis sur les recommandations HS amyotrophie spinale qui ont vu le jour en 2021, alors on va parler d'exosquelette seulement pour les bras. Mais seulement pour un support. Voilà. Donc c'est un support de bras chez les personnes très faibles. Aux membres supérieurs, on pourra discuter des actions de suspension. Voilà. Donc c'est vraiment dans un cadre de suspension, ça peut bouger un petit peu. Mais on n'est pas du tout vraiment dans un élément fonctionnel. En termes de marche, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas grand-chose. Ils disent verticalisation, parfois un petit peu d'aide à la déambulation. Mais là, qu'est-ce qu'ils disent comme aide à la déambulation? Ils ne parlent pas d'exosquelette, ils parlent de corps aisselle, de châssis roulant, de flèches, mais pas du tout de système automatisé. La verticalisation, ils considèrent qu'il faut le faire, voilà, vous le savez, 1 heure, 3 fois par semaine, 1 heure par jour, c'est optimal. On sait que on peut penser que ça a une bonne efficacité sur la posture, sur la fonction respiratoire et sur les différentes fonctions, mais pour l'instant, on n'a rien sur le système robotique. Et pourtant, l'enfant amyotrophie spinale, on sait qu'il y a des besoins, il y a des thérapies innovantes, vous en avez eu connaissance ces 2 jours, ça progresse, même si on sait que l'enfant n'est pas complètement sorti d'affaire, on a envie de croire qu'on peut l'aider davantage. L'activité physique en piscine, c'était une chose tout à l'heure qui peut être intéressante. Le système robotisé, je pense que ça a sa place, mais voilà, il faut bien le définir. Pour l'instant, on aura des limites, et bien sûr chez l'enfant, on se rappelle qu'en termes de taille, en termes de poids, l'os est fragile, et donc on ne peut pas faire la même chose que chez l'adulte.
l'enfant sera plus jeune et le rapport poids-puissance sera moins favorable que chez l'adulte, et donc il sera moins puissant, et donc ses possibilités de se rattraper en cas de chute seront moins importantes, et sa fatigue peut être aussi plus importante. Alors ça, c'est juste le modèle, pour finir, qu'on a aidé à développer à Garches, qui est un système donc d'exosquelette, développé par une société espagnole qui avait ses intérêts, mais qui avait aussi beaucoup de limites. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on les a aidés à développer, mais on ne l'a pas du tout pris ensuite. L'intérêt, c'est qu'il est validé chez l'enfant de 4 à 10 ans et qu'il a été validé pour l'amyotrophie spinale. Voilà. Donc ça fait partie peut-être du seul exosquelette qui est développé pour l'enfant. Et donc ça vient d'être validé là cette année, en 2021. Alors c'est pas non plus, oui, on peut le voir aussi, c'est pas non plus la panacée, puisque il est posé sur un cadre de marche en fait. Voilà. Donc il y aura des articulations libres au niveau des chevilles, il y aura une articulation active du genou, articulation active de la hanche, et qui va pouvoir justement aider l'enfant à se mettre debout et à pouvoir avoir une marche presque automatisée. Et comment le film marche, pour voir un petit peu. Hop. On va pas la laisser parler. Pardon. Ah, il faut. Je voulais avancer un petit peu parce que. Voilà, donc on installe l'enfant dans ce système, il est en position assise, et donc il y a comme une importante installation et un temps d'installation qui n'est pas négligeable. Et j'espérais qu'il marche un petit peu après. Ça va arriver. Donc voilà, il y a un petit iPad. Hop. Je ne sais pas si on a... Ah mince, bon, excusez-moi. Désolé. En gros, il y a un thérapeute qui est un peu plus loin et qui a une petite tablette qui permet en fait d'actionner l'appareil on-off. Et l'enfant qui est à l'intérieur, voilà, on l'a vu ici, tac, et il va pouvoir se mettre en position érigée et l'appareil va pouvoir se mettre en route pour marcher. Voilà. Avec une marche qui va être très très lente, et il y aura bien sûr un appui qui sera modéré vu l'important système de support que vous pouvez voir. Voilà. Donc moi je ne l'ai jamais présenté comme un appareil de marche auprès des jeunes qui l'utilisaient. Je l'ai présenté comme un appareil de verticalisation dynamique, voilà, parce que ça permettait de pouvoir être en position debout, active, mais la marche, on y est encore assez loin. Mais c'est quelque chose qui va arriver, il faut être prêt, il faut l'avoir en connaissance, parce que les familles vont nous en parler de plus en plus, et il faut trouver des réponses pour toutes leurs questions. Je vous remercie. Merci Étienne. Juste quand tu dis on l'a essayé, donc ça veut dire que vous l'avez essayé sur combien d'enfants? Parce que tu nous dis on va bientôt vous en parler. Et non, ça fait 1 an et demi que tous les parents nous en parlent à peu près 10 fois par jour. Donc comme il faut qu'on puisse répondre quelque chose, ce serait bien d'avoir des points de détail, tu vois. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il a été. Alors, nous, on l'a essayé sur sujet sain à Garches. On l'a pas essayé sur le sujet pathologique ici. On a voulu le conduire et le Covid est arrivé. Donc en fait, l'étude a complètement vrillé. Entre-temps, les Espagnols ont avancé de leur côté et ont réussi à faire la validation, le marquage CE, qui a autorisé la commercialisation. Donc ils ont fait plusieurs papiers d'utilisation, et ce sont principalement les études, absolument pas d'efficacité, mais plutôt des études de tolérance, pour savoir si les enfants avaient des douleurs, s'ils se cassaient, s'ils tombaient. Voilà. Et on est dans une dizaine d'enfants. D'accord, il y a eu une dizaine d'enfants qui ont essayé ce type d'appareil. Sachant que les enfants qui essayaient étaient des enfants, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui tenaient bien leur tronc, qui tenaient bien leur tête, et qui n'étaient pas du tout des types imbis comme on peut avoir connaissance dans nos consultations.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir, parce qu'il a un tronc particulièrement dynamique, hein, ce brave petit. Il est très beau, mais il est pas très très mignon, pathologique. tout à fait. Très vendeur. Ouais, il est très vendeur. Je trouve même qu'au niveau des bras, il est presque suspect de ne pas être malade. Mais bon, j'arrête là. J'ai pas compté son nombre de copies. Oui, je voulais juste une seconde dire qu'on avait plusieurs patients, mais le principal problème qu'il y avait avec ça, c'est qu'il faut effectivement un tonus qui n'était pas du tout l'adéquat, qui avait aussi des limitations de poids, donc besoin d'enfants très petits, et en plus le Covid est arrivé. Mais c'était surtout pour essayer chez les kinés en tant qu'outil extra pour les séances de réhabilitation kiné. Et ce n'était pas essayé chez la myotrophie spinale, pas du tout. Tout à fait, effectivement, c'est l'appareil cérébral essentiellement. Cet enfant est probablement appareil cérébral, mais toute la stratégie de commercialisation de Marcy Bionics, c'est de dire que c'est validé pour l'amyotrophie spinale. Si je peux reprendre l'histoire, Étienne, en fait, ce projet, c'était un projet européen et on devait, dans le cadre des collaborations avec Marcy Bionics, le CICIT, service de pédiatrie, développer et valider cet exosquelette dans l'amyotrophie spinale. C'était le design initial, avec 2 indications, sans qu'au départ on connaisse bien l'indication. C'était essentiellement... Donc on a fait un protocole pour voir si on pouvait le valider, dans le cadre de la rééducation, et deuxièmement avec un objectif plus tard pour la suppléance. C'était ça le projet initial, mais le Covid est arrivé, on n'a pas pu faire ce projet européen du coup. Exactement, tout à fait. Alors, dernier point, sur le plan pratique, à partir du moment où il a la norme CE, ça veut dire que si des parents veulent cet appareil, au niveau remboursement Sécu, il existe quelque chose. Et deuxièmement, s'ils veulent l'acheter, ils peuvent l'acheter sur Internet. C'est mes 2 questions pratiques. Non. Il n'y a pas de remboursement. On peut avoir une marquage CE sans remboursement. Donc, il ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale. Il ne fait pas partie de la liste LPP. Mais en tout cas, on peut tout à fait l'acheter sur Internet si on a les sous et si on a les contacts. D'accord. Non, mais c'est important parce qu'on risque d'avoir, nous, des enfants où les parents l'ont acheté et où on se retrouve avec un système qu'on ne sait pas régler, et avec le risque de fracture et peut-être de lésions traumatiques. Exactement. Juste un petit complément. Donc, moi, je suis en liaison avec la société espagnole. Donc, il a été présenté aux Journées des familles au mois de juin dernier à la société espagnole. C'est pour ça, il y a eu plusieurs enfants. Sachant qu'aujourd'hui, en Espagne, il est uniquement réservé au type 3 qui sont en train de perdre la marche pour garder la motricité au niveau des genoux et la sensation de debout, en complément bien sûr des traitements. Mais aujourd'hui, tel qu'il a été présenté en Espagne, c'est exclusivement pour des types 3. Et je n'ai lu aucune donnée bibliographique sur l'efficacité justement de ce matériel. C'est simplement, ça a été lors des journées de famille, ils sont venus faire une présentation. Il y a plusieurs enfants en dessous de 10 ans qui ont pu s'y installer, mais ils n'y ont jamais installé autre chose que des types 3 à l'heure actuelle. Merci beaucoup de cette précision.